première conférence. Le thème sera du son à l'oreille. Et donc là également, on a le grand plaisir d'accueillir le professeur d'allemand, qui est enseignant-chercheur au laboratoire d'acoustique de l'Université du Mans, et le docteur Bobin, qui est chef de service ORL au centre hospitalier du Mans. Donc on a un format qui va être très chouette, avec 2 interventions de 10-15 minutes chacune, et après on aura un temps un peu plus d'échange, de démonstration et de manipulation qui se trouvera juste ici. Donc merci beaucoup de lancer ce format avec nous, et puis bonne écoute. Merci, tout à fait. Bonjour à tous. Alors, comme la conférence s'intitule « Du son à l'oreille », vous allez deviner que moi je vais parler du son et le docteur Bobin va parler de l'oreille. Hein. On parle de ce qu'on connaît. Hein, voilà. Alors, j'ai un nouveau PC, ouais ça marche. Hein. Voilà, alors, tout d'abord, un son, qu'est-ce que c'est, hein? C'est une perturbation de l'air. Donc, comme par exemple sur une corde, on va créer une perturbation sur une corde tendue et celle-ci va se propager. Bah, dans l'air, on a le même phénomène, c'est-à-dire que les molécules d'air qu'on va secouer de façon plus ou moins périodique vont bousculer les molécules voisines, qui vont bousculer les molécules voisines, etc. Et ainsi, le son va se propager, donc de ma bouche jusqu'à vos oreilles. Hein, voilà, ça c'est le principe de fonctionnement du son, enfin, de la propagation du son, hein, dans notre jargon. Alors, une fois que le son est arrivé à l'oreille, donc c'est une perturbation, des fluctuations de pression qui vont aller presser le tympan, mais ça, je ne veux pas dévoiler la suite, mais en tout cas, qui vont secouer un petit peu le tympan, qui est une membrane extrêmement fine, et puis ça va aller dans l'oreille et jusqu'au cerveau. Et donc, en fait, on a une transformation d'un signal, on parle de signal, un signal de pression, un signal acoustique, en signal électrique dans le cerveau. Alors nous, ce qu'on utilise, les acousticiens, on utilise des outils qui remplacent l'oreille et qu'on va appeler évidemment des microphones, enfin, que tout le monde utilise d'ailleurs. Hein. Quand vous téléphonez, ben, c'est exactement la même chose. Vous utilisez des microphones. Hein. Et donc je vais vous parler un petit peu du son, mais en tant que signal. Donc ce qu'on va appeler un signal, c'est en fait une fonction qui dépend du temps, hein, et ce signal, ben, il y a une variété quasiment infinie de formes possibles, et le cerveau interprète ces formes possibles d'une certaine façon, hein, et qui évidemment est traduit par un vocabulaire, et donc c'est un petit peu ça qu'on va regarder. Hein. Donc là, par exemple, vous voyez des formes de signaux. Alors nous, on aime bien classer et simplifier. C'est le travail du physicien, il fait des classes et ensuite il simplifie parce qu'il va faire des modèles extrêmement simples. Et donc on va voir qu'on a des sons périodiques, des sons aléatoires, des sons impulsionnels. Et donc pour ça, je vais vous faire plutôt que de faire un cours un peu professoral, je vais plutôt vous faire des démonstrations en direct. Voilà. Donc je vais commencer par enregistrer un son. Hein. Et puis après, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc, voilà. Bla bla bla. Voilà, c'est un son de parole. Et puis, je vais enchaîner avec un sifflement. Voilà. Donc, bah voilà, quand on affiche ce qu'on appelle le signal, on obtient ici l'évolution au cours du temps de la pression. Hein, et ici, donc, visiblement, sur une dizaine de secondes, on a les fluctuations de pression. Et donc là, on voit bien ici que ça correspond au moment où j'ai parlé, blablabla. Et puis ici, au moment où j'ai sifflé. Donc, vu comme ça, on n'est pas capable de dire ça c'est le sifflement, ça c'est la parole, parce qu'en fait, on voit quelque chose purement d'un point de vue, je dirais, macroscopique, donc à l'échelle de la seconde. Donc pour comprendre un peu ce qui va faire la différence entre le son de ma voix et le son du sifflement, on va être obligé d'aller regarder à la loupe, et ça tombe bien parce qu'il y a une petite loupe là dans mon logiciel. Alors je vais d'abord sélectionner une partie qui m'intéresse, ici, voilà, et puis je vais utiliser ma loupe. Alors la loupe, ça veut dire que je vais
dilater l'échelle du temps pour arriver à une échelle beaucoup plus petite. Et là, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc là, toujours rien, toujours rien. Donc je le fais plein de fois. Alors, vous voyez que l'échelle se dilate aussi, puisqu'on voit les chiffres 7,5, 7,510. Ça veut dire qu'en fait, il y a simplement 10 millisecondes sur cet espace. Hein. Et bon, bah voilà, alors on voit que ça fait une espèce de gribouillis. Mais en fait, ce gribouillis, c'est pas n'importe quoi. Voilà. C'est un petit peu bruité d'ailleurs. Ouais, ça pourrait être mieux. Hein. Mais voilà, typiquement, là, quand on arrive à une échelle de temps qui est beaucoup plus fine, donc sur la sélection, la durée, ah oui, je pourrais afficher juste. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a des vagues, et puis que ces vagues se répètent de façon périodique. Donc, il y a deux choses qu'on va remarquer ici, c'est que le phénomène est périodique, se produit à une certaine fréquence, et puis ici il fait de jolies vagues. Hein, donc c'est ce qu'on appelle dans notre jargon, nous, un sinus, hein, ou une sinusoïde. Donc quand les vagues ont cette jolie forme, comme la houle par exemple en mer, la houle, elle a exactement cette forme qu'on va appeler des sinusoïdes. Alors d'un point de vue de l'audition, c'est ce qu'on va appeler un son pur, c'est-à-dire un son qui ne contient qu'une fréquence, justement. Donc, on peut mesurer un petit peu cette fréquence. Donc, une période, alors ça ne va pas être très précis parce que la période est très petite, c'est juste pour avoir l'ordre de grandeur. Ah oui, ça doit être marqué là, voilà. Attendez, voilà. Non, je ne vais pas perdre de temps. En tout cas, ici, si on regarde sur mon échelle, on a quelque chose qui est ici, on est entre ce trait-là et ce trait-là, on est à peu près à 1 milliseconde, et on voit que dans 1 milliseconde, eh bien, j'ai ma période est inférieure à 1 milliseconde. Hein. Et l'inverse de la période, c'est ce qu'on va appeler la fréquence. Hein, évidemment, dans le langage courant, c'est bien connu. Et donc, on a une fréquence ici qui va être bien supérieure à 1000 Hz. Hein, voilà. Donc ça, c'est le sifflement, et c'est ce qu'on va appeler le son pur. Alors, on a des sons encore plus purs qu'on va trouver sur le téléphone, tout ce qui est bip, par exemple, quand vous entendez un bip ou une tonalité, bah, c'est toujours des sons purs qu'on génère. Hein. Quand c'est des sons artificiels, on en trouve beaucoup dans la nature, le son pur n'est pas aussi courant. Alors, maintenant, donc, retournons au point de départ. Voilà. Donc ici, je vais remettre au début. Voilà. Je mets un peu. Donc la voix là, j'ai fait blabla, si je me souviens bien. Et donc je vais zoomer un petit peu autour de ce signal pour regarder en quoi la voix est différente du sinus qu'on avait tout à l'heure. Donc, je reviens un petit peu en arrière pour avoir ce signal périodique. On a un motif, on a envie de dire c'est n'importe quoi, hein, ça ressemble à rien. En tout cas, je n'ai pas les jolies vagues que j'avais comme tout à l'heure. Mais si on regarde d'un peu plus près, on se dit, d'accord, c'est n'importe quoi, mais ce motif-là, 3 petites montagnes, ensuite, etc., et ensuite 3 petites montagnes, et je m'aperçois que le motif qui est ici, avec les 3 petites montagnes là, et 3 petites montagnes, ce motif-là se répète. C'est donc un son périodique, mais qui a une forme beaucoup plus torturée, disons, que la fréquence pure. C'est donc ce qu'on va appeler un son complexe, c'est-à-dire composé de plusieurs fréquences, contrairement au son pur que j'avais tout à l'heure. Alors, on a un outil très pratique qu'on appelle la transformée de Fourier, hein, Joseph Fourier, donc un grand savant français, qui a mis au point la formule mathématique, si vous voulez, pour extraire de ce signal eh bien, toutes les fréquences. Et on représente le contenu du signal avec toutes ces fréquences à chaque instant, donc sous forme de
je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc je dézoome. Et en dessous du signal que vous avez vu, eh bien, je vais afficher la décomposition donc, de ce signal sous forme de fréquences différentes. Alors si je vais voir, peut-être pour commencer, je vais voir un peu plus loin. Voilà. Donc là, je reviens à mon sinus, le sifflement. Et vous voyez qu'ici, le sifflement, évidemment, il y a un petit peu de bruit, il n'est pas si pur que ça, mais on voit que le sifflement se traduit par un trait horizontal, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence, et puis cette fréquence, elle est à peu près stable. Alors ça plaît bien aux physiciens, parce que c'est un son de fréquence F et parfaitement stable. Évidemment, dans la vraie vie, les sons, ils ont une vie beaucoup plus torturée. Hein. Donc le son complexe, lui, il est évidemment beaucoup moins stable, surtout quand on parle. Par contre, le chanteur, lui, il va chanter de façon plus stable. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on voit que ce signal-là n'est pas constitué d'un seul trait, mais plein de traits parallèles. Hein. Et en fait, comme c'est une propriété mathématique qui dit que, puisque le son est périodique, eh bien, les traits sont équidistants en termes de fréquence, c'est-à-dire que si j'ai une fréquence fondamentale de 100 Hz, j'aurai une fréquence à 200 Hz, une à 300 Hz, une à 400 Hz, c'est ce qu'on appelle des harmoniques, qui sont strictement multiples de la fréquence fondamentale à partir du moment où le signal est périodique. Ça, c'est une notion importante. Alors là, donc on a cet outil, et donc grâce à cet outil, je peux regarder un peu la fréquence. Donc la fréquence fondamentale, ici, on voit qu'elle est un petit peu au-dessus de 100 Hz. Hein, donc c'est typiquement, c'est assez typique pour une voix d'homme. Alors que le sifflement, lui, se situe, on a vu tout à l'heure, à une fréquence qui est un petit peu au-dessus de 1000 Hz. Donc l'oreille, elle entend ces différences, elle entend que la voix est plus grave que le sifflement. Bon, tout de suite vous entendez que c'est pas du tout la même hauteur. Et donc je vais m'amuser à faire une expérience un peu rigolote pour voir un petit peu l'étendue de notre oreille en termes de fréquence. Donc je vais prendre ce signal. Et puis, je vais utiliser un outil. Voilà. Et je vais faire un truc qui consiste à diminuer la vitesse de défilement par 2. Hein. Et donc, je vais vous faire écouter ce que ça donne. Voilà. Alors je vais monter un peu, j'avais baissé parce que après j'avais un sinus. Voilà, je vous remets le début. Donc ça c'est des effets qu'on entend parfois pour rigoler, on ralentit. Hein. Donc l'idée c'est que quand on divise la fréquence par 2, ça veut dire qu'on a multiplié toutes les dimensions par 2. Et donc quand j'ai divisé la fréquence par 2, tout de suite je suis un monstre qui fait 3 mètres de hauteur et puis évidemment qui a la voix en conséquence. Mais on entend quand même que le monstre parle. Alors je redivise encore par 2. Rappelez-vous qu'on était à peu près à 100 Hz. Donc là on va être dans les 60 Hz, mettons. Et puis je refais un peu la même opération. Je fais pareil. Hein. Je multiplie je divise par 2. Voilà. Alors là, on se dit que cet animal est encore 2 fois plus gros. Et si on ferme les yeux, évidemment, c'est pas quoi que vous voyez, c'est, je sais pas moi, un hippopotame, je sais pas quel animal qui serait 4 fois plus gros. Et
la perception commence à changer, c'est-à-dire que si vous écoutez bien, vous entendez un petit peu ces tac, 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 tac. Je vais refaire encore un coup. Hein. Donc là, c'est même plus un hippopotame, je ne sais pas ce que c'est, ce que ça pourrait être d'ailleurs. Si je refais le truc une fois. Alors évidemment, quand on ralentit 2 fois, c'est 2 fois plus long. Oui, alors ça fait alien, ça fait... Alors là, on a une perception qui est tout à fait étrange maintenant, c'est qu'on entend quand même un son très très grave, parce qu'on se dit, oh là, c'est une grosse bête quand même, mais en même temps, on commence à entendre que ce n'est pas un son continu, mais que ce sont des notes répétées en quelque sorte. Hein. Et donc, si je refais encore une fois, on ne va presque plus entendre le son grave, en fait, normalement. J'accélère un peu. Ouais, ça vient. Ouais, c'est au moins 8 fois plus long, là. Voilà. Donc, ça n'a plus rien à voir avec un son, c'est plutôt un rythme. Donc, en fait, le son, c'est transformé en rythme, en quelque sorte. Pourquoi j'ai zoomé autant? Et le spectrogramme, lui, donc ça s'appelle un spectrogramme, j'ai oublié de le dire. Le spectrogramme, lui, eh ben, il nous montre. Voilà, le spectrogramme, lui, nous dit ce que j'entends, parce que je l'ai réglé pour ça aussi, je l'ai réglé pour moi. Hein. Si j'avais réglé pour un éléphant, j'aurais fait un réglage différent, mais comme il est réglé pour notre audition, ce que je vois ici, c'est des notes répétées, et puis peut-être un son grave, mais c'est pas sûr. Hein. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en dessous d'une certaine fréquence, on n'entend plus une fréquence, on entend simplement des répétitions. Et donc ça va nous fixer la limite à peu près de l'audition humaine en termes de fréquence, c'est-à-dire qu'en dessous de 20 Hz, c'est ce qu'on admet, et c'est pas précis, c'est je dirais entre 20 et 50 Hz, on n'entend plus des sons, hein, enfin en dessous de 20 Hz, on n'entend plus des sons, mais on entend ce qui se passe de façon temporelle. Hein. Donc l'échelle des fréquences va commencer à cette fréquence, donc on va retenir de 20 Hz. Après, dans l'aigu, je pourrais faire l'opération inverse, c'est de multiplier par 2. Donc là, voilà, si je change la vitesse, ok. Et là, je fais l'inverse. Alors comme j'ai dû faire ça. Blabla. Voilà, donc là je suis revenu à l'état normal, et si maintenant je multiplie, bon, pour gagner du temps je vais aller un peu plus vite, je vais multiplier par 4, voilà. Voilà, c'est l'effet Chipmunks, pour ceux qui ont des enfants. Hein. Et donc c'est aussi beaucoup utilisé évidemment pour faire des... Et là l'idée c'est que si je multiplie, je suis de la taille d'une souris. Hein, et donc évidemment ça fait cet effet-là. Et puis si je multiplie encore, que va-t-il se passer? C'est ce qu'on va voir. Voilà. Voilà. Bon, là c'est des oiseaux, c'est ce que vous voulez, qui est tout petit. Encore une fois. Moi, j'entends plus rien. Non, j'entends un bruit de fond, mais non, mais j'entends pas. Donc, je n'entends pas parce que j'ai dépassé la fréquence au-delà de laquelle je devrais entendre un son strident. Hein. Et je ne pense pas que je sois le seul à ne pas l'entendre.
mais les jeunes l'entendent, les plus jeunes l'entendent, les plus âgés n'entendent pas. C'est l'évolution normale, mais ça vous en parlerez peut-être après. Voilà. Et donc si vous voulez tester votre oreille, j'ai fait un petit truc là. Voilà, j'ai fait un son donc, qui part de 100 Hz et qui va jusqu'à 20 kHz. Et vous suivez le curseur et à un moment donné, vous n'allez plus entendre. Et donc vous regardez la valeur du curseur, ça vous donnera la valeur en kHz à laquelle votre oreille coupe, n'entend plus. Donc si ça coupe à 2, là il faut s'inquiéter, il faut consulter. Si ça coupe à 8 et que vous avez plus de 60 ans, on va dire, c'est normal, pas d'inquiétude. Et voilà. Par contre, si les jeunes, ça coupe à 8 et que vous avez 20 ans, quelques jeunes quand même, bon, bah, disons 30 ans, voilà, faut consulter. Il faut baisser le son, Jean-Jacques. Il faut baisser le niveau sonore. Oui, merci de cette remarque tout à fait judicieuse, parce que tout à l'heure, ça a fait un peu mal. Voilà, c'est bon. Elle ne peut plus rester grand monde. Alors je pense qu'il y a des gens qui entendent peut-être au-delà de 20 kHz, un petit peu, ça arrive, non? Ouais, ça arrive. Donc normalement, on dit, je crois que c'est 16 kg, c'est la valeur retenue, mais ça dépend des gens. Il y a des gens qui ont des oreilles qui peuvent entendre même au-delà de 20 kHz. Voilà, donc, moi je confirme, je coupe à 8. Il faut consulter il faut consulter quand? Moi, 7,5, ça s'arrête. Bah non, ça va. Ça va? Ouais, non, ça va. Bah, je ne voudrais pas me souffler. Voilà. Alors, un autre aspect, vous me dites si je suis trop long, je suis trop long. On va bientôt switcher. Et vous êtes, On va bientôt switcher. Ouais. Alors, pour faire la transition, je vais parler un peu d'un autre aspect du problème, c'est le niveau sonore. Donc le niveau sonore, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre oreille, c'est un outil extraordinaire, et ça on le verra après, parce qu'il est capable d'entendre des fluctuations de pression extrêmement petites. Donc ici j'ai écrit 0,00002 pascal, ce qui correspond à un millionième de millimètre d'épaisseur d'eau en termes de pression. C'est l'équivalent d'un millionième de millimètre d'épaisseur d'eau, et l'oreille est capable de détecter des variations de pression de cet ordre de grandeur. Sachant que la pression atmosphérique, si on la mesure en hauteur d'eau, elle correspond à 10 mètres. 10 mètres. Mais on n'entend pas la pression atmosphérique, c'est filtré, on verra aussi. Et par contre, on entend autour de 1 pascal, c'est assez fort. 1 pascal, c'est assez fort, et ça correspond à un dixième de millimètre de hauteur d'eau. Et donc, vous voyez que la dynamique de l'oreille est énorme. C'est-à-dire qu'on peut entendre des choses microscopiques et puis des choses quand même nettement plus grandes. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise une échelle qu'on appelle les décibels, qui est une échelle logarithmique. C'est un gros mot, hein, mais c'est juste pour dire que au lieu de regarder le chiffre qui est là, qui est devant, si vous voulez, on va juste compter le nombre de zéros. En fait. C'est ça une échelle logarithmique. 1 milliard, par exemple, c'est 6 zéros. Non, 9 zéros, pardon. 1 million, c'est 6 zéros. Et 1000, c'est 3 zéros. Donc en fait, une échelle logarithmique, c'est ça. Hein. Et donc, alors je ne sais pas pourquoi on multiplie par 20, je ne veux pas vous expliquer pourquoi, mais on multiplie par 20 après. Et donc, à chaque fois que vous avez 20 dB d'écart, ça veut dire qu'il y a un rapport 10 en pression, mais un rapport 100 en énergie. Et donc, on est capable d'entendre des choses qui sont extrêmement petites et des choses qui sont extrêmement élevées en termes de pression. Alors, toujours très en dessous de la pression atmosphérique, bien sûr. Et donc, cette échelle des dB permet de voir un peu où on se situe. Donc, typiquement, là, quand je parle, là, on va être dans les 70-80, ça dépend de la distance.
Et au-delà de 80, ça commence à casser les oreilles, ce qui va être peut-être le sujet de la suite. Voilà, à vous. Donc moi je vous ai préparé quelques slides pour vous plonger maintenant plus dans le versant de l'oreille. Donc le professeur Dalmont vous a expliqué ça de façon absolument magnifique, je vais le faire de façon très simplifiée. Donc casque un son, donc concrètement l'onde sonore c'est la vibration de molécules donc autour de leur position d'équilibre qui va se propager à la suite de la perturbation du milieu. Le plus souvent c'est dans l'air mais ça peut être dans le solide ou dans un milieu équidien, ce qui va nous intéresser pour l'oreille. Et ce son va donc être capté par notre oreille. Comme cela vous a déjà été expliqué, nous on va s'intéresser dans l'oreille uniquement à deux caractéristiques principales, on va dire l'intensité en décibels, donc l'intensité du son tout doux, au contraire une intensité beaucoup plus puissante, et à la fréquence du son, donc le nombre de vibrations par seconde, peu de vibrations, les sons graves comme vous l'avez en haut, et beaucoup de vibrations, les sons aigus. Donc l'oreille humaine entend des fréquences comprises entre à peu près 20 Hz, donc la fréquence la plus grave, 20 000 pour les aigus, au-delà de 20 000, ce qu'on appelle les ultrasons, donc inaudibles normalement pour l'oreille humaine, en dessous les infrasons. Avec l'âge, naturellement, on perd des aigus. C'est le vieillissement normal de l'oreille. Petit test de dépistage de votre audition. Pas mal. Donc vous allez repérer la fréquence qui s'affiche, donc les chiffres qui défilent. Et surtout au moment où vous commencez à percevoir ce petit son très agréable. Normalement, les jeunes sourient d'avance. Les personnes âgées ont Vous entendez ? Voilà, donc on va dire moins de 40 ans, vous êtes à peu près par là. Plus de 40 ans. Voilà. Mais ça, c'est le vieillissement vraiment normal de l'oreille qui vieillit avec nous et avec une petite cellule ciliée. Donc concrètement, l'échelle des niveaux sonores classe les sons en 4 catégories selon leur intensité. Vous avez en vert donc de 0 à 80 décibels des sons qui ne créent strictement aucun risque pour l'oreille, quelle que soit la durée d'exposition. Donc le ménage, aucun problème. En jaune, on approche de la zone de nocivité pour l'oreille, mais les risques sont vraiment limités à des très longues durées d'exposition. Dans les cours de récréation, on a ce niveau-là. De 90 à 115 décibels, là l'oreille est vraiment en danger. Plus le son est fort, moins il faut de temps pour créer des lésions et que les lésions soient irréversibles. Donc, les jardiniers et bricoleurs du dimanche, pensez à votre casque anti-bruit. Au-delà de 115 décibels en marron, vous avez des bruits même très brefs qui vont provoquer des lésions immédiates de l'oreille. Ça, c'est typiquement les traumatismes sonores que l'on retrouve chez les chasseurs, faute de leur arme à feu, qui font dégringoler leur audition de façon prématurée. Donc, concrètement, comment entendons-nous? L'audition, c'est vraiment la clé de la communication et des interactions sociales via, bien sûr, le langage oral. Avoir une audition normale, c'est plusieurs choses. C'est à la fois entendre et comprendre de façon automatique, mais aussi localiser la source sonore. Pour ça, il vous faut deux oreilles symétriquement fonctionnelles. Dès lors que vous devez faire un effort pour comprendre, la communication n'est plus normale. L'audition, c'est le travail, c'est le résultat de deux étapes. Vous avez une première étape qui est l'étape périphérique, où le son, donc ce qu'on a vu, la variation de pression acoustique de l'air, va passer par l'oreille externe, l'oreille moyenne, l'oreille interne. Elle va être transformée en un message nerveux au niveau du nerf de l'audition. La deuxième étape après, c'est la transmission de ce message jusqu'au cerveau. Et c'est le cerveau en fait qui va vous faire entendre le son. Okay, on va voir plus en détail ces étapes. Donc voici une oreille. En vue anatomie simplifiée, vous en avez une autre sur la table tout à l'heure. Donc l'oreille est divisée en trois parties. Vous avez l'oreille externe ici, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe se compose du pavillon de l'oreille et du conduit auditif externe. Elle est fermée par la membrane tympanique.
Le rôle de l'oreille externe est de capter le son environnant, l'amplifier grâce à l'anatomie du pavillon et le focaliser jusqu'à l'oreille moyenne. L'oreille moyenne, elle comprend donc la membrane tympanique, elle est reliée à l'oreille interne de façon purement mécanique par la chaîne des osselets, donc la chaîne ossiculaire. Dans l'oreille moyenne, vous avez également, qui n'est pas représenté sur le diapo parce que c'est en vue postérieure, les cellules mastoïdiennes et également un petit conduit qui est jusqu'ici, qui s'appelle la trompe de Stache, qui relie donc l'oreille moyenne à l'arrière-nez, ce qu'on appelle le cavum. Le rôle de l'oreille moyenne est donc de transformer les vibrations sonores en aériennes qui arrivent jusqu'à elle en variation de pression au niveau des liquides de l'oreille interne. Et elle va également amplifier le son grâce à la chaîne ossiculaire. Mais elle a également un rôle très important qui est un rôle de protection de l'oreille interne. C'est-à-dire quand il y a un son très intense qui arrive au niveau de l'oreille qui est potentiellement dangereux pour elle, il y a deux petits muscles au niveau de l'oreille moyenne qui vont se contracter, qui va rigidifier toute la chaîne ossiculaire pour diminuer l'impact en fait, sur l'oreille interne et la variation des liquides. L'oreille interne est composée de deux organes sensoriels. Vous avez à la partie postérieure, ici ce qu'on appelle le vestibule, qui a une place fondamentale dans la gestion de l'équilibre, et la partie antérieure qui est ici, qu'on appelle la cochlée, qui est vraiment l'organe de l'audition au sens propre. Le rôle de la cochlée, elle, est de transformer la vibration de ces liquides en un message nerveux qu'elle va envoyer au nerf de l'audition. Les fibres du nerf de l'audition, le nerf cochléo-vestibulaire, sont ici. Elles transmettent au cerveau les messages codés par la cochlée via plusieurs groupes de neurones. Ici, les informations sont codées en termes de fréquence, donc son grave à son aigu, en termes d'intensité, son faible, son fort, et en termes de localisation dans l'espace. Le cerveau auditif est donc chargé d'interpréter ces sons, initier la perception du son, le fait que d'entendre, et d'élaborer ensuite des réponses adaptées. Et on va donc enchaîner sur une magnifique petite vidéo. Réalisée par l'INSERM de Montpellier. Donc nous sommes du son. On pénètre dans l'oreille externe. On va être amplifié grâce à l'anatomie du pavillon de l'oreille, focalisé jusqu'à l'oreille moyenne. On arrive sur la membrane tympanique. On va faire vibrer la membrane tympanique. La transmission mécanique est envoyée à la chaîne ossiculaire qui se compose de 3 osselets. Vous avez le premier osselet ici, le marteau, le second l'enclume et le troisième l'étrier, qui a une forme d'étrier d'équitation. Donc voici la transmission mécanique du son au sein même de l'oreille moyenne. Maintenant, en vue vraiment à l'intérieur de l'oreille moyenne, on est en arrière du tympan. Vous voyez la vibration des petits osselets et le mouvement si particulier de la superstructure de l'étrier et notamment de la platine au niveau de l'étrier, avec cet effet piston jusqu'à l'oreille interne. L'oreille interne au niveau de l'audition est composée par la cochlée ici et la cavité infravestibulaire. Le tout est entouré d'une paroi osseuse. La cochlée est composée de 3 rampes remplies de liquide qui s'enroulent comme une spirale autour d'un axe central. Donc l'onde de pression va se propager le long de la rampe vestibulaire qui communique à l'apex avec la rampe tympanique. Et ça redescend. Et la surpression est éliminée par la fenêtre ronde un peu plus en arrière. Les rampes tympaniques et vestibulaires entourent le canal cochléaire qui apparaît en rose. Le canal cochléaire, lui, il est rempli de liquide, comme les autres, mais un liquide un petit peu différent. En coupe, il a une forme triangulaire, vous l'avez ici. Il est limité en haut par ce qu'on appelle la membrane de Reissner et en bas par la lame basilaire. Entre le canal cochléaire et la rampe tympanique ici, vous avez ce qu'on appelle l'organe de Corti, qui est constitué de cellules sensorielles, qu'on appelle les cellules ciliées internes et externes, de structures nerveuses et de cellules de soutien. C'est vraiment l'organe de Corti qui est le siège de la traduction du signal mécanique des liquides de l'oreille interne en un signal électrique le long du nerf auditif, donc qui envoie au nerf. Ensuite, on va réaliser une petite section de l'organe de Corti. Vous voyez les cellules ciliées, donc cellules ciliées internes, cellules ciliées externes, avec leurs cils implantés dans ce qu'on appelle au-dessus la membrane tectoria ou membrane basilaire.
Donc les vibrations des liquides de l'oreille interne vont faire onduler cette membrane basilaire. Ça va basculer les petits cils des cellules ciliées, ce qui va engendrer la contraction des cellules ciliées qui envoient leur message nerveux le long du nerf de l'audition. Chaque cellule ciliaire, elle est étroitement accordée sur une fréquence sonore précisément. Donc les fréquences graves sont codées à l'apex de la cochlée. Et les fréquences aiguës à sa base. C'est ce qu'on appelle la tonotopie cochléaire. Donc en pratique, concrètement, l'acuité auditive peut être mesurée à l'aide d'un audiomètre, ici dans une cabine insonorisée. On représente cela sur un graphique, l'audiogramme. Donc la surdité, c'est un terme générique qui désigne uniquement la diminution de l'acuité auditive. Il existe quelques rares cas de surdité centrale, donc en rapport avec les voies auditives centrales et le cerveau, mais la majorité des cas, en fait, les surdités sont liées à un problème d'oreille. Typiquement, vous avez ce graphique ici, donc il y a un audiogramme de surdité de transmission. Donc les surdités de transmission ont pour origine l'oreille externe ou l'oreille moyenne. À l'inverse, les surdités en rapport avec des zones de perception ou neurosensorielles ont elles pour origine l'oreille interne dans la majorité des cas. Donc, typiquement, ça c'est une baisse d'audition liée à l'âge. On perd les aigus en premier, avant les fréquences conversationnelles. La sévérité de la surdité est calculée par ce qu'on appelle le seuil tonal moyen. Concrètement, c'est la moyenne des seuils auditifs en décibels pour les fréquences 500, 1000, 2000 et 4000 Hz. Ça vous donne un chiffre qui vous permet de classer en sévérité. Donc, audition normale entre 0 et 20 décibels, surdité légère 20-40. Sur une surdité légère, on perçoit la parole sans trop de difficulté. On est surtout gêné quand on parle voix basse ou lorsque l'interlocuteur est éloigné. Les surdités moyennes, 40 à 70 décibels de perte, on perçoit la parole, mais uniquement si l'interlocuteur commence à élever la voix. Naturellement, les patients utilisent la lecture labiale. Les surdités sévères de 70 à 90 décibels, là, la perception de la parole se fait uniquement à voix forte quand on parle près de l'oreille. Et les surdités profondes de 90 à 120 décibels, qu'aucune perception de la parole, on perçoit uniquement les bruits très puissants. 120 décibels, si on n'avait aucune réaction, on considère que ça s'appelle une cophose, c'est une surdité totale. La prise en charge dans tout cela de la surdité est obtenue par deux grands systèmes, on va dire, soit les prothèses auditives, donc typiquement celle-ci, le contour d'oreille. On peut appareiller des surdités légères à profondes avec ce système-là, avec bien sûr des processeurs plus ou moins compliqués. Pour les surdités plus légères, vous avez la version ici plus discrète, on dirait esthétique, qui s'appelle l'intra-auriculaire. Donc l'appareil est directement mis dans le conduit auditif. Un autre système qui s'appelle le lyrique, qui est vraiment un appareil assez intéressant parce qu'il va se mettre au plus près de la membrane tympanique et on le garde jour comme nuit, mais bon, il faut le renouveler au bout de quelques semaines. Sinon, cela passe par la chirurgie de l'oreille. On va traiter la cause même de la surdité, typiquement par greffe de tympan quand l'anomalie au niveau de la membrane tympanique, soit perforation, rétraction ou autre. Par la reconstruction des petits osselets de l'oreille moyenne par un système de prothèse ou comme ici par du ciment ontologique. Là vous êtes en vue opératoire, donc le tympan est soulevé, vous avez une vue sur le marteau qui s'articule avec l'enclume, la branchon qui est ici, elle est triée ici. La petite zone blanche que vous voyez est du ciment ontologique, donc qui permet de refaire la liaison entre ces deux osselets qui étaient manquantes. La mise en place d'un piston dans les cas d'autospongiose. Vous avez également différents types d'appareillages qu'on appelle des appareillages à conduction osseuse, qu'ils soient percutanés ou transcutanés. Le bone bridge, on va jusqu'à l'implant cochléaire qui là va remplacer l'intégralité de l'oreille et notamment de l'oreille interne.